de Neuvic, installé en Dordogne. Bonsoir et merci d'être avec nous, Laurent. Bonsoir Aurélien. On va prendre le temps de parler de votre produit, de votre démarche en cette période, on l'imagine aisément, bien chargée en fin d'année. À mes côtés tout au long de cette émission, David Smadja, fondateur du cabinet Milestone Avocat. Bonsoir David. Bonsoir Aurélien. Ravi de vous retrouver avec votre casquette de coach du soir. Vous avez concocté, j'imagine, quelques précieux conseils pour notre start-up, notre pépite du jour. Comment la présenter ? Je dirais qu'elle est pionnière. C'est comme ça que je la présente. Le mot pour découvrir Ocean Kiss, dont le président Emmanuel Aymon est avec nous en studio également. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour découvrir. Allez, je vais un petit peu plus loin que le teasing de David, le saumon fumé végétal. On va découvrir ça dans quelques instants. Troisième partie de l'émission, nous mettrons à l'honneur le talent d'un chef, Valentin Nérodo. Bonsoir Valentin. Bonsoir Aurélien. Merci beaucoup d'être là. Alors il est venu avec ses 500 000 abonnés Instagram, ça fait un petit peu de monde en studio. On va parler de votre parcours. Vous serez sollicité tout au long aussi de cette émission pour vos conseils, vos trucs et astuces évidemment qui seront précieux pour qu'on soit prêt pour les fêtes. Enfin, Benjamin Lévesque, bien sûr, avec nous en studio. Salut Benjamin. Salut Aurélien, bonsoir tout le monde. Tu t'es intéressé au caviar, est-ce que tu en as mangé ou tu as regardé un petit peu si nous on en mangeait, c'est ça ? Moi j'aime bien. Bien. Alors je déguste pas tous les jours, mais non. Si c'est pas moi qui paye, j'en mange très volontiers. Alors effectivement, à peine la moitié des Français, 53%, déclarent avoir déjà consommé du caviar au moins une fois dans leur vie, et 12% d'entre eux en consomment même chaque année. Eh bien parfait, vous avez le menu 4 étoiles, nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Europe 1. 21h, 22h, Aurélien Fleureau sur Europe 1. Vu dans Vogue, Jean-Jacques Estrade, en compagnie de Flore de Montessuie et de Sultane de Bourbon-Pré, chez Castel. C'est bien vous. Ah oui. Et alors ? Et alors, je me suis procuré la carte de cet établissement et 3 assiettes de caviar à... Bah, caviar. Qui vous dit qu'on a bouffé du caviar ? Tenez, regardez, les petits grains noirs dans les assiettes. Vous permettez ? Oui. Ça peut très bien être des groseilles. Des groseilles avec des toasts. C'est excellent. Ouais. Voilà pour cet extrait du film Signe extérieur de richesse 1983. Marielle Balasco, Claude Brasseur, un casting de rêve. Et voilà, le caviar, c'est vrai que c'est une référence un peu commune, un synonyme de richesse évidemment. Et puis on verra avec notre invité si on arrive à le démocratiser, forcément, en particulier le caviar made in France. 50 tonnes sont produites chaque année en France. Les ventes mondiales augmentent régulièrement. C'est un produit d'exception et pour le découvrir, une entreprise aux valeurs fortes et qui a su innover. La France bouge. Il fait tourner la boîte. Et c'est donc vous qui faites tourner Caviar de Neuvic, Laurent de Verlange. Merci donc d'être avec nous. Vous êtes ingénieur agroalimentaire, vous avez travaillé dans de grands groupes du secteur de la consommation, un passage en cabinet de conseil également. Voilà pour votre parcours en quelques mots. D'abord, justement, comment est-ce que vous en êtes arrivé au caviar ? Merci pour la question, mais j'en suis arrivé au caviar uniquement par passion. Moi, je voulais élever des poissons. Depuis tout petit. Devenir pisciculteur, c'était votre rêve de J'aurais peut-être pu élever des truites, mais j'ai choisi l'esturgeon puisqu'on est sur un nouveau marché, un nouveau mode d'élevage. Les esturgeons qu'on élève, ils ont 2-3 générations seulement d'élevage dans l'histoire de notre civilisation. Donc c'est vraiment un produit nouveau, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc c'est l'évolution aussi de ce produit-là qui vous a donné envie ? Oui, absolument, l'évolution de ce produit-là qui était créé par des Russes, parce que c'était un produit religieux, un abat de poisson, donc un produit très maigre. Pour la religion orthodoxe, c'était parfait. Ça a été lancé par les Parisiens pendant les années folles et c'est devenu un produit mondial. Et pendant tout le XXe siècle, c'était un produit de pêche. On attrapait les esturgeons dans les rivières, on les ouvrait, on récupérait ce qu'il y avait dedans. Des fois, c'était des mâles, donc il n'y avait rien, mais parfois des femelles, on faisait du caviar avec. Et depuis la fin du XXe siècle, on a détruit toute la ressource naturelle, donc on est passé sur un mode d'élevage. Voilà. Les premiers caviars sont sortis dans le monde dans les années 92 en Italie, 93 en France. Donc vous voyez, c'est très très récent, sur une toute nouvelle industrie. Donc on est quand même dans l'agriculture traditionnelle, MSA, nous on a des champs et on est des salariés agricoles, mais on est aussi une start-up, puisque finalement on est dans un secteur nouveau où tout est inventé. Même sur la façon d'élever un esturgeon, il y a des choses qui s'inventent encore régulièrement. Eh bien justement, c'est passionnant, on va détailler tout cela. Je vais vous demander, pour qu'on soit bien dans le vif du sujet tout de suite, de présenter Caviar de Neuvic. C'est le moment du pitch, vous l'avez compris. Allez-y, vous avez 1 minute. Oula, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de pitch, moi. Mais c'est une société que j'ai créée en 2011 à Neuvic-sur-l'Île, en Dordogne, qui compte une 60aine de salariés, peut-être un peu plus en saison, comme c'est aujourd'hui le cas.
On élève des esturgeons de 2 espèces principalement, l'esturgeon sibérien et l'esturgeon Goldenstati, qui fait le caviar au siètre. Et on les distribue principalement aux consommateurs via nos boutiques à Paris, Bordeaux, Neuvic, sur Internet, et puis également auprès des professionnels, les chefs, les épiceries, et enfin en grande distribution et à l'export, principalement en France du coup. Effectivement, voilà, un petit peu moins d'une minute, on n'est pas à quelques secondes près, c'est très bien, on a l'essentiel évidemment de ce que vous proposez, donc vraiment pour que nos auditeurs comprennent bien ce shift qui s'est fait, alors bon, la création en 2011 qui est arrivée justement un petit peu après cette interdiction mondiale de la pêche. Hein, oui, en effet, les premiers quotas sont arrivés dans les années 2000, interdisant la pêche de l'esturgeon, et puis de toute façon la CITES, la Convention de Washington qui régule les espèces en voie de disparition, arrivait un peu tard, les esturgeons avaient déjà disparu. Oui, même les braconniers, c'était plus une mise à jour nécessaire. Ouais, les braconniers ne trouvent plus rien de toute façon. Donc l'élevage a commencé dans les années 80 en France et en Italie. Et depuis, il s'est globalisé, puisqu'aujourd'hui, il y a des élevages un petit peu partout dans le monde. Et la consommation également se globalise. Donc elle était française au départ, enfin russe il y a très longtemps, ensuite française, et puis aujourd'hui, elle est mondiale. Et donc vous êtes en Dordogne, la Nouvelle-Aquitaine, c'est vraiment la terre de production du caviar français. Comment ça se fait d'ailleurs Oui, alors c'est historique parce qu'en effet, sur l'île, la rivière sur laquelle on est installé, il y a un centre de recherche qui s'appelle le CREA qui a initié cette recherche sur l'élevage de l'esturgeon, qui a été portée par la recherche française, le CEMAGREF, puis l'IRSTEA, puis maintenant INRAE. Et ces gens-là ont écrit tout ce qui existe sur la reproduction de l'esturgeon, qui sont aujourd'hui les livres de chevet dans le monde entier des éleveurs. Donc forcément, autour de ce centre de recherche, il y a eu des initiatives privées, et c'est pour ça que c'est assez centré sur l'Aquitaine. Ouais, c'est ça. Donc vous avez dit une 60aine de salariés, un petit peu plus forcément maintenant avec les fêtes qui approchent. Donc c'est une entreprise agricole, vous l'avez dit. Ce sont quel type de métiers d'ailleurs ? Alors on a des métiers assez variés parce que finalement on a des métiers de la biologie, parce qu'on fait de l'écloserie, donc c'est la reproduction de l'esturgeon, ça c'est de la biologie finalement. Ouais. Après on a des métiers d'élevage, puisque dans l'élevage il faut faire grossir les poissons, assurer une bonne qualité de vie tout le long de leur vie. Après on a des métiers de l'agroalimentaire, puisqu'on a un laboratoire avec des normes agroalimentaires comme tout laboratoire qui transforme du poisson en plus, c'est des normes assez importantes. Et puis ensuite on a des métiers de distribution, soit retail, soit restauration, on a un restaurant. Et puis enfin, du tourisme aussi, on en fait, puisqu'on reçoit 10 000 visiteurs sur place tous les ans pour leur faire découvrir le caviar, parce que c'est important de faire découvrir. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas découvert le caviar. Et c'est important pour nous de leur montrer à la fois comment on l'élève, ce que ça donne, pourquoi on le fait comme ça. Et après, peut-être je suis passé un peu vite sur la présentation, mais on a des valeurs un peu importantes d'engagement. Nous, c'est important pour nous de respecter le consommateur, la nature et les poissons. Donc on travaille beaucoup dans cette direction-là, c'est important pour nous. Effectivement, c'est ce que l'on ressent quand on commence à s'intéresser à ce que vous faites. Sur l'aspect, expliquer un petit peu au grand public combien de temps ça prend du labo à l'assiette. Combien de temps, quelles sont les étapes. On a peut-être en tête ce qui se passe pour le vin, par exemple, où on connaît un peu la saisonnalité. Comment ça se passe concrètement ? Il y a beaucoup de parallèles avec le vin, et le vin est pratique parce que ça nous permet de bien expliquer aux gens. Ouais. Mais alors, du labo, enfin, si vous parlez du labo d'écloserie, c'est-à-dire du premier alevin, jusqu'à l'assiette, ça dépendra des espèces. Pour le berry, chez nous, c'est 7,8 ans, donc entre 7 et 8 ans de moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des poissons qui donnent à 6 ans, d'autres à 8 ans, 9 ans. Et puis pour l'ossiètre, on est plutôt proche de 10 ans. Donc ça veut dire que les poissons commencent à donner à 9 ans, puis jusqu'à 10, 12 ans. Donc c'est assez long. Les étapes, c'est d'abord la reproduction. Donc ça, c'est une sorte d'aquarium géant, où on nourrit des larves. Le plus dur, c'est de leur apprendre à se nourrir, donc ce qu'on appelle le sevrage. Après, l'élevage, c'est juste de la durée, mais il faut quand même trier les mâles des femelles, par exemple. C'est ce qu'on fait à cette saison-là. Au mois de décembre, on fait le sexage. Donc on prend toute une génération, on enlève tous les mâles, parce que les mâles ne vont pas servir. Et puis après, on élève les poissons toute leur vie. Une fois qu'ils ont du caviar, on le découvre par grainage. Là encore, c'est des échographies. On doit faire l'affinage du poisson. Et puis ensuite, sa transformation, c'est le passage du poisson à la matière première. Donc d'un côté, le caviar, et d'un autre côté, tous les autres produits, parce que c'est important de bien valoriser ce poisson-là qui nous donne beaucoup. Donc, comme on dit souvent, dans l'esturgeon, tout est bon, et on essaie de le transformer au maximum. Et est-ce qu'il y a différents types ? Donc vous l'avez dit, il y a deux espèces. Est-ce que forcément la manière dont on travaille, ça va jouer sur le goût ? Ou est-ce que alors, pour le coup, contrairement au vin,
on aura quand même une sorte de cohérence année après année, génération après génération de Non, poissons. les millésimes, c'est pas tout à fait la même chose. Ça. Nous, on appelle ça des cohortes. Et c'est vrai que d'une année sur l'autre, il peut y avoir des différences dans le caviar produit. Mais d'un poisson à l'autre, déjà, il y a une différence de caviar produit. Non, la plus grande différence, c'est d'abord les espèces. Donc là, je vais parler de 2 espèces, mais en réalité, le monde des esturgeons, c'est 27 espèces. 27, oui. Qu'on peut croiser entre elles en plus pour créer des hybrides si on veut s'amuser encore plus. Donc ça fait beaucoup de possibilités, des caviars très différents. On parle parfois du beluga qui est assez connu du grand public. Le beluga, c'est un poisson qui donne son caviar à l'âge de 20 ans. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus long, il est plus gros et c'est une espèce husso. Au niveau du goût, on sent la différence. Il y a vraiment des goûts ou des textures différentes. Oui, absolument. Mais là, on peut faire le parallèle avec le vin. Donc en effet, on aura des raisins différents. Et là, les espèces, c'est comme des raisins, c'est très différent. Et donc ça donne pas le même vin à la fin. Donc il y a des sommeliers du caviar, on peut le dire. Oui, alors c'est sûr que nous, on aimerait bien que les gens passent au pluriel sur le caviar, c'est-à-dire qu'ils arrêtent d'appeler le caviar et qu'ils disent les caviars, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux comme caviar. Comme dans le vin, il y a 100 ans, nos aïeux, ils prenaient du vin. Ils allaient chez le marchand de vin, ils achetaient du vin. Maintenant, ils n'achètent plus du vin. On achète du Bordeaux, du Bourgogne, du Champagne, etc. Ben, dans le caviar, on aimerait bien que ce soit ça, pour que les gens disent, tiens, moi, je fais une recette de tartare de bœuf ou de veau, et j'aimerais bien mettre un caviar dessus. Là-dessus, il faut mettre plutôt un caviar ossiette, par exemple. Et en fonction des besoins, de l'envie, comme un consommateur de vin, on peut choisir un caviar. Tiens, justement, je me tourne vers le chef, Valentin Nérodo. Le caviar, forcément, ça fait partie de ces produits d'exception, dont on se dit qu'on va pas faire n'importe quoi avec. Est-ce que ça fait partie des choses qu'on peut imaginer pour des moments d'exception, par petites touches? Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez déjà travaillées ou auxquelles vous pensez? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs caviars, donc il y a des caviars qui sont faits pour des bœufs, des tataki de bœuf ou des choses assez délicates pour les viandes. Ouais. Après, moi j'aime beaucoup dans les fraîcheurs, dans le tourteau, dans la pomme verte, des choses, des concombres, des entrées très rafraîchissantes. On peut faire un menu autour du caviar avec des caviars, des différences de caviar pour faire découvrir au plus grand nombre. Bon, ça peut donner quelques idées effectivement pour les repas qui arrivent. Pour vous, ça représente quoi là en ce moment, Laurent de Verlange, ces fêtes de fin d'année? C'est une grosse part du chiffre d'affaires, une grosse part de l'activité. C'est les 2 tiers du chiffre d'affaires sur novembre-décembre. Donc ça a commencé le 15 novembre. On a dépassé les 100 commandes jour. Là, la semaine dernière, on était à 250 et là, on monte jusqu'à 500 commandes jour. Alors que le reste de l'année, avec la même équipe, on fait 30-40 commandes. Donc on au niveau chiffre, c'est important, mais au niveau activité, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus important parce que chacun doit donner beaucoup et je remercie si j'ai des collaborateurs qui m'écoutent, mais je ne sais pas s'ils auront le temps, mais ils sont très dévoués. Podcast, ils peut-être en podcast, d'écouter le patron. Mais à cette période, ils donnent vraiment beaucoup et c'est une aventure vraiment, les saisons. Il y a d'autres personnes qui vivent les saisons, les restaurateurs. Bien sûr. Et c'est quelque chose d'assez important parce que c'est une aventure collective. Quand on en sort, on est vidé. Mais on est impatient que la prochaine commence. Et cette année, vous la voyez comment? On sait que il y a ce climat où on parle d'attentisme, de conjoncture, c'est un petit peu compliqué, mais on a toujours envie de se faire plaisir. Donc, comment on arrive à trouver l'équilibre entre ces deux aspects? Alors déjà, en effet, on sent quand même des difficultés. Parce d'abord, on reçoit des lettres de certains administrateurs judiciaires qui nous disent votre client arrêtera de payer puisqu'il est en redressement. Donc ça arrive de plus en plus, des épiceries, des chefs, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et puis on a vu cette année, d'habitude les mises en place de caviar, ça se fait en novembre et là tous les gens ont attendu décembre pour gagner 1 mois sur la trésorerie. Donc c'est normal, les gens, c'est difficile pour beaucoup de gens chez nous. Maintenant, ce que j'espère, en tout cas, c'est qu'ils en profiteront pour prendre un petit moment de plaisir. Parce qu'en effet, le caviar, c'est pour les moments exceptionnels, c'est pas pour tous les jours. Et les moments exceptionnels, c'est souvent en fin d'année où on revoit sa famille, on voit ses amis. C'est ça. Et c'est le bon moment pour ouvrir une boîte de caviar. Pour avoir un ordre d'idée en termes de prix, quel budget les premiers budgets pour une boîte de caviar à partager avec des amis, ça sera une boîte de 30 grammes si vous débutez, si vous voulez découvrir le caviar. Et si vous prenez une des espèces les moins coûteuses chez n'importe qui des producteurs, ça vous coûtera entre 60 et 80 euros. Et après, pour 100 grammes de caviar, on est à 200 euros, 300 euros, ça dépend des espèces. Est-ce qu'il y a une grosse différence de prix entre du caviar made in France et d'autres qu'on trouve sur le marché qui viennent d'autres pays européens? Pas vraiment, notamment. Parce que du caviar, le caviar européen, on le trouve difficilement. Vous en trouvez un peu d'italien, un peu de malgache, mais c'est pas évident pour les consommateurs d'en trouver facilement. Pour les professionnels, beaucoup plus. Alors là, c'est là que la guerre est lancée, puisque le marché des professionnels, c'est-à-dire les quelques chefs qui utilisent du caviar, qui sont
très peu nombreux, sont très sollicités par tout le monde, donc les Français et le reste du monde. Donc a priori, si j'achète du caviar en France ou grande distribution, boutique, etc., ce sera a priori du caviar made in France. Alors oui, si je suis a priori, oui d'ailleurs, et c'est un peu contre-intuitif, si vous l'achetez en grande distribution, ça sera pratiquement forcément du français. Ouais. Si vous l'achetez en épicerie, vous avez plus qu'une chance sur 2, et si vous l'achetez en restauration, vous avez plus qu'une chance sur 10 d'avoir du français. D'accord. Puisqu'en réalité, moins la marque est demandée, moins elle est mise en avant, plus on a du caviar étranger. En fait, la restauration n'affiche pas trop les origines, donc on utilise plus du caviar étranger, alors que la grande distribution, qui pourtant est moins coûteuse, a beaucoup plus de besoin de transparence et de qualité, donc achète plutôt du français. Alors justement, quelles sont les habitudes gustatives des Français? Diana Ngoma est allée poser la question, le micro européen à quelques personnes, avec cette question: quels sont vos mets préférés à Noël? Alors moi, pour Noël, les fêtes de fin d'année, j'ai un peu honte de le dire, mais je mange du foie gras. C'est vraiment le truc. J'en mange pas du tout de l'année, et puis je mange pas beaucoup de viande tout le reste de l'année, mais à Noël, c'est vraiment ce qui est fou, c'est que les gens le plat que j'aime manger, en entrée on les culpabilise. Le jour de Noël. J'adore aussi le chocolat. C'est vraiment, moi, j'en mange toute l'année, mais ça vraiment c'est indispensable tout au long de la journée. Et aussi le panettone. Pour Noël, déjà c'est la saison des fêtes, on adore. C'est complètement le moment de se faire plaisir. Mais je dirais rien d'extravagant. Un peu de caviar, 2-3 Saint-Jacques, des bulles de champagne. Champagne, caviar. Non, je plaisante bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis vraiment team champagne, caviar et Saint-Jacques. Écoutez, moi j'adore tout ce qui est saumon, foie gras, je suis très classique. Et j'adore les repas de Noël, tout ce qui est même les dindes farcies, les marrons, les châtaignes, tout ça. Et évidemment le caviar, mais vu le prix, j'avoue que c'est un luxe que je m'offre pas tous les ans, mais de temps en temps, pourquoi pas. Eh bien voilà, tiens Benjamin, toi tu choisis quoi dans tout ce qui a été cité là par exemple? Moi je prends le champagne, après c'est tout ce qui est huîtres, coquilles Saint-Jacques et saumon, et alors après le en même temps c'est dur d'enlever quelque chose. Ouais, c'est sûr. Le caviar c'est forcément c'est noir, hein. Les petits trucs rouges là, ça c'est pas du caviar. Non. Bon, j'ai des parents radins. Le prix permet de comprendre que c'est pas la même chose. Sachant que les autres saumons coûtent de plus en plus cher quand même. Hein. C'est vrai. Mais les autres saumons, c'est appelé caviar rouge par les Russes, c'est ça également. Ou dans certains autres pays d'ailleurs, mais en France, non, caviar est réservé à l'œuf d'esturgeon et au caviar d'aubergine aussi, mais pas les autres produits. Eh bien voilà, c'est bien ce petit rappel, on va le garder en tête parce que ça arrive les repas de fin d'année. Nous sommes avec Laurent de Verlange, fondateur de Caviar de Neuvic. La France bouge sur Europe 1, c'est jusqu'à 22h. On revient juste après cette pause musicale, une nouveauté, Auria chante Toi jamais.